Bien, bonjour à toutes et tous, et merci beaucoup pour votre présence cet après-midi. Il me revient la tâche d'introduire très rapidement cette demi-journée avec deux séances, deux tables rondes qui vont être respectivement donc animées par Alexandre Bergom ici présent et par Tristan Buteau-Lémont pour la deuxième partie qui sera consacrée au RER métropolitain. Mais auparavant, j'aurais simplement voulu vous transfrontalier. Je voulais vous présenter en quelques mots le réseau Entrain pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Donc c'est un réseau d'associations, mais qui lui-même n'est pas encore constitué en association, d'associations qui défendent le train. Alors défendent le train sous différentes formes. Soit très impliqués sur la question du train de nuit, par exemple, ou impliqués sur les RER, sur les trains du quotidien. Donc on a sur l'ouverture des gares, sur la défense des petites lignes en France et en Belgique notamment. On a de bons contacts en Suisse. Il faut dire que ce réseau en train a été créé, impulsé grâce à une action menée par Must, qui donc une association qui réunit des experts, des ingénieurs de l'École polytechnique fédérale de Lausanne, et qui donc a trouvé intelligent d'impulser cette dynamique internationale de rencontres et d'échanges entre les associations d'usagers mobilisés pour le train. L'objectif étant bien évidemment de faire du lobbying de manière importante, donc à l'échelle internationale mais également nationale, en faveur du train, ayant conscience, disons, que le travail qui est fait par les institutions ou par les constructeurs ou les exploitants n'est sans doute pas aujourd'hui à la mesure de ce qu'on peut attendre en termes de développement, de ce qu'attend la société, de ce qu'attendent les citoyens, et surtout les orientations, les choix parfois qui sont faits. On a le sentiment qu'ils prennent sans doute insuffisamment en compte les attentes des citoyens. Je prendrai le seul exemple les deux exemples qu'on aura l'occasion de traiter aujourd'hui. L'exemple du train de nuit, où malgré toutes les annonces, on voit que c'est encore très pénible. En tout cas, l'avancée des choses est très lente. Et la question du transfrontalier, où on est passé d'une étape où on avait des trains internationaux qui résultaient d'une collaboration entre exploitants ferroviaires, à une situation où on a davantage mis en concurrence les exploitants et où, sans être pas forcément les opposants de l'association à la concurrence, mais qu'on regarde ça sous l'angle de l'usager, et l'usager pour l'instant ne retrouve pas son compte. Et c'est devenu beaucoup plus complexe donc, au niveau du franchissement des frontières, que ce soit en termes de tarification, d'information ou tout bêtement d'horaire, de non-correspondance ou de non-existence de train franchissant les frontières, alors même que les avions et les voitures et les poids lourds franchissent les frontières beaucoup plus aisément. Voilà, j'arrêterai là. Vous savez maintenant qu'on existe, vous savez nous contacter. Donc n'hésitez pas à rejoindre le réseau Entrain. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi de travail. Alexandre, je te passe la parole. Merci. Je ne suis pas présenté, donc Stéphane Copé, donc je suis deux associations. Je suis secrétaire général de l'association NOTERKK qui défend les usagers du train en général et notamment du train régional en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et je suis également président de l'association qui s'appelle Destination Train de Nuit. Et donc j'amorce un petit peu donc, la pompe, et ce que je remercierai, c'est chaque intervenant à son tour, y compris quand vous posez des questions depuis la salle, de vous présenter. Ce sera moins lourd qu'un tour de table initial. Merci. Merci. Donc, je suis Alexandre Bergom, je suis le porte-parole de Back on Track Belgique, une association qui lutte pour le retour massif des trains de nuit en Europe. Et dans le cas de la Belgique, ça signifie généralement des trains internationaux. Donc, on m'a demandé pour vous faire une petite introduction pour la table ronde sur le billet éthique et les droits des voyageurs. C'est un côté du chemin de fer qui a franchement changé ces 30 dernières années.
généralement pas dans le bon sens, pas toujours dans le mauvais sens non plus, mais quand même. Donc, on va d'abord voir comment c'était avant. Donc, avant la libéralisation, en fait, comme le disait M. Coppet, les trains internationaux étaient roulés en coopération. Donc, cela veut dire que, généralement, les opérateurs, enfin, les compagnies de chemin de fer qui étaient organifiées à l'époque, avaient le monopole pour leur région géographique. Donc, cela veut dire que la SNCB avait le monopole en Belgique. En France, c'était la SNCF. Et les trains qui roulaient entre la Belgique et la France, cela dépendait d'où vous étiez, que c'était la SNCB ou la SNCF qui s'occupait de vos problèmes. Donc, pour avoir la coopération, il y avait le OTIF, donc c'est l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires, qui est basée à Berne et qui compte actuellement 50 pays membres. L'OTIF, donc cette organisation, elle gère plusieurs en français matières, et entre autres donc le piétique. Attends, j'ai un problème avec. Est-ce que tu pourrais voir s'il vous plaît? Je ne trouve pas le souris. Il n'y a pas de souris. C'est ok que je. Alors un grand merci à Chloé qui a participé grandement à l'organisation de ce troisième forum annuel. Donc, une des choses qu'elle gère au motif, en fait, c'était le CIV, Convention internationale concernant le transport des voyageurs et des bagages par chemin de fer. C'était une convention qui avait en commun en fait tous les chemins de fer en Europe pour tous les trains, mais il y avait quand même la possibilité d'avoir des accords bilatéraux possibles entre deux ou plusieurs pays. Donc, par exemple, un train en Belgique, quand on voulait acheter un billet international pour aller en Autriche, donc il y avait le prix CIV, mais parfois il y avait aussi quand même des tarifs moins chers qui étaient convenus entre la VEB, la DB et la SNCB. Mais s'il n'y en avait pas, en fait, le CIV c'était général, donc il s'appliquait partout en Europe. Donc, comme je disais, le CIV s'applique à tous les voyageurs faisant un voyage international en train. Les chemins de fer, ils avaient une obligation de transporter les voyageurs qui étaient en règle, hormis force majeure. Les chemins de fer peuvent se mettre d'accord entre eux pour accorder des réductions pour certains trains, sinon, la règle générale, il s'applique partout, toujours. Et dans chaque gare ouverte au trafic international, le voyageur pouvait prendre connaissance des tarifs internationaux. Maintenant, on a du mal à s'imaginer qu'en Belgique, dans n'importe quelle gare où on allait, il y a 20 ans, on pouvait demander les prix pour aller, par exemple, en Roumanie, pour aller en Espagne en train, et on pouvait vous le répondre tout de suite. Il suffisait de calculer le nombre de kilomètres qu'il fallait par le tarif kilométrique et multiplier ces deux-là et vous aviez le prix. Comme je disais, il y avait des réductions. Et je vous ai trouvé le dernier billet de tel type que j'ai acheté en 2010 à Belgrade, en décembre 2010. Donc vous voyez en haut, ça s'applique entre le 14 décembre 2010 au 13 janvier 2011. Donc ça signifie en fait que c'était un billet ouvert, c'était la règle générale avant. Donc on achetait le billet, il était valable sur n'importe quel train entre ces deux points pour une durée parfois 2 semaines, parfois 1 mois, parfois 2 mois, parfois 3 mois. Ici c'était 1 mois. De Belgrade à Bruxelles, et après on voit via Šid, Zagreb, Kokova, Moscou, Ljubljana, etc. En fait, donc, pourquoi c'est important? Parce qu'on calculait le nombre de kilomètres dans chaque pays, donc il fallait à chaque fois mettre les points frontières, et comme ça on savait exactement combien de kilomètres il y avait dans chaque pays. Et comme vous voyez en bas, il y
a été estampillé 5 fois, donc 5 trains différents. Mais il est non nominatif aussi, c'est quelque chose que je veux stresser, c'était la règle générale qu'on achetait le billet, et je pouvais l'acheter pour quelqu'un d'autre ou pour moi-même, peu importe, il fallait juste que je monte le billet et que ce soit valable dans tous les trains sur ce trajet pendant un mois. Donc, comme je disais, la règle générale c'était un billet ouvert, non nominatif. En cas de retard, donc selon l'endroit où vous vous trouviez, en fait, c'était l'opérateur ferroviaire qui avait le monopole sur cet endroit-là qui allait vous aider. Et en fait, comme c'était un billet ouvert, on vous mettait dans n'importe quel train suivant, on pouvait trouver, peu importe quel type de train que c'était. Il fallait juste respecter la place, à part ça, il n'y avait aucune restriction. Évidemment, on n'avait plus de réservation dans le train si on avait raté une correspondance, mais on faisait quand même à chaque fois de sorte que vous puissiez quand même vous rapprocher le plus près de la qualité que vous aviez avant. Et c'était valable, comme je disais, de Narvik à Marrakech et de Malek à Alep, donc quand on va faire toute l'Europe. Maintenant, où en sommes-nous? Donc il y a une compartimentalisation, et c'est un peu chacun pour soi. Donc depuis que la SNCB, en fait, théoriquement, elle a le droit de faire rouler des trains en France, la SNCF a le droit de vous faire rouler des trains en Belgique. En fait, si vous avez un ticket, par exemple en France, pour un train italien, la SNCF va vous dire avant, c'est pas notre problème, c'est le problème des trains italiens. Donc même s'il y a encore 10 trains SNCF sur le trajet que vous devez emprunter, la SNCF ne va pas vous aider. Pour les droits de voyageurs, donc il y a eu plusieurs règlements au sein de l'Union européenne. Les dernières datent encore très récemment, de 2021, ça a été voté, je crois, un peu plus tard. Donc il y a quand même quelques règles. Par exemple, quand un train a subi du retard, après un certain moment, les opérateurs doivent vous rembourser une partie ou même le tarif entier que vous avez payé selon le nombre de calculs, selon le nombre d'heures de retard que l'on avait. Mais comme il n'y a plus de coopération, beaucoup moins en tout cas entre les différents opérateurs, on se trouve parfois avec des situations un peu très floues. Donc ici, je vous donne un exemple pour un trajet de Stockholm à Kiel. Donc Kiel, pour ceux qui ne savent pas, c'est en Allemagne, c'est sur le Rhin, c'est sur la frontière avec la France. Donc tout ce trajet, on vous le vend 63 €. Qu'est-ce qu'on reçoit quand on va à la première gare côté française du Rhin? Donc c'est les mêmes trains. On traverse le Rhin, et bien ça vous coûte 326 €. Donc soit 230 quelques euros en plus, juste parce que vous faites 10 minutes de plus dans le même train. Donc 11 minutes en omnibus, 6 km pour 272 €, ça va être le train le plus cher d'Europe. Et je ne suis même pas sûr, hein, je trouve qu'il y a même des cas encore plus graves que ça. Donc, comme je disais, les règlements du UE 2021-782 sont les plus récents pour les droits des voyageurs. Ils sont assez peu ambitieux, malgré cette protection minimale qu'on a. Malheureusement, le plus grand problème, c'est qu'il faut un seul contrat de voyage pour tout le trajet. Mais le problème, c'est que généralement, s'il y a plusieurs opérateurs, c'est impossible d'acheter un tel contrat. Le voyageur se retrouve avec plusieurs contrats, qui fait qu'on n'a plus de droit à plus rien, en fait. Et même les quelques règles, même les quelques droits auxquels on a droit, dans certains pays, dans certains cas, ils ne sont même pas respectés. Comme ici, notamment en Belgique, j'ai déjà trouvé que la SNCB ne respecte pas toujours ces règles auxquelles le voyageur a droit. Donc, pour vous illustrer le problème dont je vous parlais,
avec les contrats de voyage. Ici, il y a quelqu'un, je crois qu'il travaille à l'Europe en plus. C'est quelqu'un qui doit prendre le train de Bruxelles en Italie. Il a un train Thalys d'abord pour aller à Paris et après un train Trenitalia pour se rendre en Italie. Malheureusement, son Thalys, il a du retard. Il va rater son correspondance à Paris. Et ben, non seulement il va perdre son voyage, il va aussi perdre son argent. Donc il aura perdu les deux. Et ce n'est pas une situation qui incite les voyageurs à prendre le train. Pourquoi ça a changé? Ben, c'est la libéralisation. Le but de la libéralisation, ça a été d'avoir plus de trains, des trains meilleurs, des trains meilleurs marchés. Malheureusement, surtout maintenant en Europe, quand on fait des voyages avec plusieurs opérateurs différents, ce n'est pas vraiment le cas. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut améliorer? On va parler de ça maintenant, j'espère. En tout cas, je crois que ce dont on sera tous d'accord, c'est le but. C'est qu'on veut avoir mieux que ce que nous avions avant. Des itinéraires faciles à trouver, une billettique plus transparente et un peu plus de flexibilité en cas de retard. Il me semble que ça doit être le but pour nous. Mais bon, on va en parler, j'espère. Puis, je voulais encore parler d'une petite chose. C'est quelque chose complètement à part. Ça ne regarde pas que le chemin de fer, mais quand même surtout le chemin de fer international. C'est le traité de Schengen. Donc en fait, la situation avant Schengen, c'était que quand on voyageait en train de nuit, que les gens qui dormaient en voiture libre n'étaient pas réveillés la nuit. En fait, c'était le conducteur de chaque voiture, donc qui était généralement quelqu'un accompagné d'un sein des wagons libres, qui s'occupait des douanes et des passeports. C'était ils avaient réglé ça un peu en cachette, mais ça marchait. Puis est arrivé le traité de Schengen, il n'y aurait plus de contrôle aux frontières. Pendant un certain temps, ça a été respecté, mais malheureusement, on a vu depuis 2019, je crois, avec la crise des migrants en Hongrie et Autriche, en fait, depuis lors, Schengen n'est plus respecté du tout. Et à nouveau, les contrôles aux frontières, même la nuit. Donc les gens, ils se disent, non, ma voiture libre, on va pouvoir dormir toute la nuit. En fait, ils se retrouvent réveillés aux frontières. C'est encore une chose qui n'aide pas à inciter les gens à prendre le train. Donc à nouveau, là, c'est chaque pays pour soi. C'est un peu dommage. Donc oui, c'est tout pour cette introduction. Merci beaucoup pour votre attention. Jérémy, pour l'animation. Est-ce que je reste ici ou je me mets là? Oh, comme tu veux. Vas-y, tu peux. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Yann, journaliste spécialisé de frontières et modérateur de la première table ronde sur la billettique et les intégrations tarifaires. Vaste sujet, on a donc compris. Pour essayer de répondre aux nombreux enjeux, 3 panélistes vont venir me rejoindre. Sylvie Imbert, représentant la communauté européenne du rail, vous me corrigez si je me trompe. Salim Benthira, représentant All Rail, et Robin Los, corrigez si je me trompe, représentant l'IVLF. Je vous invite à me rejoindre sur la scène. Les panneaux sont. Vous pouvez justement, juste avant qu'on attaque, j'ai dit au nom, vous présenter rapidement, en 30 secondes maximum, et surtout vous présenter l'institution que vous représentez, s'il vous plaît. 30 secondes. Honneur aux dames. En espérant qu'il marche. C'est bon? Ouais. Bonjour. Bonjour à tous. Donc Sylvie Imbert, moi je travaille pour SNCF Voyageurs, je suis responsable marketing et distribution internationale. Et c'est la CER qui m'a demandé de représenter les sujets des transporteurs, on va dire, les incumbents et le historique. Historique français. L'opérateur historique. Exactement. Oui, bonjour à tous. Je suis
Rail est l'association qui représente les compagnies ferroviaires indépendantes et privées en Europe, comme Flextrain, comme Westbahn en Autriche, mais également des plateformes de vente de billets comme Romeo, comme Tickettrip en France, comme Trip.com. Et voilà, Et Romain Loos, responsable transport durable pour BEUC, le Bureau européen des unions de consommateurs. Nous représentons toutes les organisations nationales de consommateurs, donc Testachat ici en Belgique, UFC que choisir en France, et ceux dans 46 pays européens, de l'Union européenne, donc aussi ailleurs. Merci. Donc on va donc parler de la billettique à l'échelle européenne, et lorsqu'on dit billettique européenne, il y a une référence, un produit billettique et tarifaire qui nous vient tous à l'esprit, c'est le fameux Pass Interrail. Donc, j'ai envie de me tourner vers vous, Sylvie Imbert. Est-ce que c'est toujours un succès, le Pass Interrail? Et est-ce que c'est pas un peu l'exemple de la billettique européenne intégrée? Alors c'est toujours un succès, encore cette année avec vraiment de nombreux, alors on va dire beaucoup de jeunes, mais ce n'est pas qu'un pass pour les jeunes, qui l'ont utilisé et notamment cet été. Oui, c'est un produit qui a évolué avec son temps, on va dire, c'est aussi le grand sujet, ça date de 72. Il est depuis donc assez récemment devenu mobile sur les téléphones, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un produit qui permet effectivement d'emprunter des trains, des ferries de 33 pays. Oui, ça reste un joli produit qui permet de traverser les frontières facilement. Et j'ai maintenant envie de demander l'avis des usagers. Donc Robin, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer? Est-ce qu'il répond aux attentes, le Pass Interrail, mais est-ce qu'il ne faudrait pas peut-être continuer à l'améliorer? Alors Interrail, c'est typiquement le genre de succès européen qui aurait dû être répété et amplifié dans pas mal de secteurs, mais dans le cadre du transport, je pense que c'est assez révélateur de ce qui s'est passé les dernières années dans le rail. On a eu un grand succès avec le lancement qui se répète chaque année, des financements dits électoraux qui arrivent régulièrement pour relancer Interrail, pour repromouvoir les voyages, notamment des jeunes. Mais on n'a pas été assez loin dans la vision qu'on avait du rail et donc de ce que devait être le rail dès qu'on traversait une frontière. Et donc pour nous, le Interrail, c'est certes un succès majeur qu'il faut continuer à avoir une vision de ce que doit être le rail et de ce que doit être la mobilité transfrontière en Europe. Je pense que c'est surtout là-dessus qu'on doit pouvoir insister, puisqu'on va sortir des initiatives sporadiques et ou techniques, on en parlera, pour vraiment avoir une vision du rail intégrée à travers l'Europe. On n'a pas mentionné, mais le Pass Interrail n'est utilisé ne donne accès qu'au réseau service ferroviaire des opérateurs historiques. Pas seulement, justement, vous allez peut-être me corriger, je pense que vous me corrigez tout de suite, Salim Bentirad, mais est-ce que les nouveaux entrants sont intégrés dans Interrail? Et sinon, j'imagine que vous voudriez qu'ils le soient pour profiter de la puissance du réseau. Oui, le Pass Interrail a eu beaucoup de succès, d'après ce qu'on peut voir, toutes les personnes qui utilisent le pass pour voyager un peu l'Europe, découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Et certains opérateurs privés, pas tous, font partie des passes sont valides sur ces opérateurs, comme Westbahn, comme Snautaget en Suède, qui fait des trains de nuit entre Stockholm et Berlin. Mais d'autres opérateurs n'en font pas partie, des opérateurs privés, notamment Italo en Italie, mais Flextrain ne fait pas partie de ce réseau-là. Et à cet égard, je rejoins la position de Robin. On pense que c'est une excellente initiative, mais qui doit être consolidée, qui ne doit pas être, qui a un aspect plus ou moins ad hoc, mais qui doit être consolidé avec un cadre législatif fort qui permet de faciliter aux voyageurs la possibilité de voyager à travers l'Europe sans utiliser de passe pareil avec la même facilité. Juste pour compléter, en fait, l'intégration dans le pass rail, elle est ouverte. N'importe qui peut demander à intégrer le pass rail. C'est pas un truc fermé, c'est pas un club select où on choisit qui fait rentrer.
tout opérateur qui le souhaite peut en être membre. Donc, voilà, c'est au choix de chacun. Non, c'était pas pour ça, c'était un compliment. Merci de ce compliment. Justement, vous l'avez dit, tout le monde ne voyage pas en passe interrail. Pour les voyageurs qui ne voyagent pas en passe interrail, il y a un risque, Alexander l'a identifié dans son introduction, c'est que chacun raisonne dans sa propre chapelle et fasse ses propres prières, si vous me permettez cette métaphore. Robin, comment peut-on faire pour justement éviter et casser ces raisonnements en chapelle et que tout soit intégré, que le voyageur soit intégré, pour permettre la continuité du voyage? Mon travail se passe vraiment au niveau européen. Donc, je fais du lobbying pour les associations de consommateurs au niveau européen, pour les institutions européennes. Et ce qu'on doit constater, c'est que depuis 13 ans maintenant, le problème de la billettique intégrée ou non intégrée a été largement identifié. En 2011, il y avait ce qu'on appelle un papier blanc de la Commission européenne, qui était un état des lieux sur le transport européen, qui identifiait déjà la billettique comme un sujet à traiter. Entre ce moment, entre 2011 et cette année, on a beaucoup entendu parler d'initiatives privées, on a beaucoup entendu parler des opérateurs de régler ce problème via des accords entre eux. Force est de constater que ce n'est pas le cas. Le problème est loin d'être réglé. Et donc nous, ce qu'on dit simplement, c'est que, à ce titre, une législation est plus que nécessaire. Une législation contraignante qui, à la fois, force les opérateurs à pouvoir convoir ces billets intégrés, mais aussi donne des conditions strictes aux plateformes qui revendent ces billets à la place, parfois, des opérateurs historiques, et qui, en plus de ça, mettent des règles claires sur les droits des passagers. Cette initiative, on l'a eue et on ne l'a plus. Elle a été annoncée maintes fois depuis le début de cette Commission européenne, c'est l'initiative MDMS, Multimodal Digital Mobility Services, qui était censée apporter un cadre législatif. Il a été annoncé ce jour que cette initiative ne verrait pas le jour. Ce qui est vraiment extrêmement dommageable, puisque malgré tout, ce qu'on a entendu depuis 12 ans, le problème de la billettique intégrée n'a pas été réglé. Et donc sans législation forte, sans cadre, sans vision politique forte, il est illusoire de penser que ce sujet sera réglé par des initiatives privées. J'ai donc immédiatement envie de donner la parole aux représentants des opérateurs. Est-ce que vous seriez prêts à tous vous entendre pour justement faciliter ce souhait de billettique intégrée? Qui veut répondre en premier? Alors oui, on sait qu'il y a des choses encore à améliorer, on y travaille et on continue à y travailler, indépendamment ou en parallèle de la législation via la CER, où on travaille sur une ticketing roadmap qui pose des jalons justement pour améliorer cette distribution. Il y a plusieurs chantiers, mais il y en a notamment sur l'ouverture des ventes en anticipé, sur le fait d'utiliser un nouveau standard qui permettra, qui s'appelle OSDM, désolé pour les acronymes, il y en a beaucoup, qui permettra de se connecter plus facilement les uns aux autres. Voilà. Tous ces travaux-là sont vraiment faits pour améliorer la vie du voyageur et de son futur, au-delà des coopérations, puisque les coopérations continuent à exister. En représentant SNCF, je peux dire qu'on travaille avec l'ensemble des pays frontaliers avec lesquels on est. Je comprends aussi qu'il y a des envies d'aller au-delà d'un voyage. Donc c'est aussi une dimension qu'il faut prendre en compte. Après, la problématique qui était soulevée aussi via MDMS, c'était qui, de notre point de vue, c'était cette partie de création de valeur. En fait, on n'est pas du tout contre qu'il y ait plus de gens qui vendent nos billets pour qu'on ait plus de voyageurs. La question, c'est quelle place prennent ces plateformes et où se trouve la valeur, et pas se retrouver complètement désintermédiés à la mode hôtelière avec un petit point boutique, voilà. C'est un peu ça. Côté Allright, quelle est votre position sur ce Notre position à ce sujet, c'est qu'on veut plus d'intégration billettique. Ça va faciliter la vie pour les voyageurs, mais de l'autre côté également, pour les opérateurs privés, ça va également signifier plus de voyageurs pour ces opérateurs. Donc tout le monde y gagne à avoir l'intégration billettique. Mais quelle intégration billettique? Standard technique commun, peut-être? Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'un problème technique, il s'agit d'un problème politique. Le problème politique se trouve dans le fait que les opérateurs publics, les opérateurs historiques refusent de partager leurs données
toutes les données nécessaires ou acceptent de les partager, mais pas selon des conditions qui soient équitables, justes et discriminatoires, avec des plateformes de vente de billets indépendantes, comme Omio, comme Trainline. Et ces plateformes, malheureusement, elles ont un immense potentiel pour faciliter le voyage transfrontalier en Europe. Elles permettent, en concluant des accords avec de nombreux opérateurs à travers l'Europe, de construire en une seule transaction un voyage qui permet d'aller d'un coin à l'Europe au coin opposé. Et cela est possible si ces plateformes ont toutes les données nécessaires pour qu'elles puissent offrir un service sur mesure qui soit exact également pour que le voyageur n'ait pas de surprise, de mauvaises surprises, et qu'elles puissent être rémunérées de manière juste parce qu'elles fournissent tout un effort de marketing pour attirer les voyageurs vers le transport ferroviaire, parce que autrement, le voyageur peut-être qui n'aurait même pas considéré l'option ferroviaire qui aurait pris l'avion, mais ces entreprises sont très fortes en marketing et elles sont très fortes en expérience utilisateur, c'est-à-dire rendre extrêmement facile et agréable la réservation d'un billet de train. Et pour rejoindre Robin, il y a également un problème de droit des passagers. Les tickets qui sont vendus par ces entreprises indépendantes ne sont pas couverts par les droits des passagers. Parce que ce faudrait-il changer, j'ai envie de vous dire. Les droits des passagers s'appliquent pour ce qu'on appelle les flow tickets. Ce sont des tickets qui combinent deux opérateurs, en général transfrontaliers, mais pas toujours, et qui consistent en un seul contrat de transport, c'est-à-dire que les deux opérateurs ont la responsabilité d'emmener le passager à sa destination. Avec les tickets combinés qui sont vendus par les plateformes indépendantes, ce ne sont pas des flow tickets, ce sont des tickets combinés, c'est un assemblage avec plusieurs contrats. La responsabilité de l'opérateur s'arrête lorsque la responsabilité de l'autre commence. Donc si, à cause d'un retard du premier train, le passager, d'ailleurs, l'exemple du Freccia Rossa ici, si le passager rate son deuxième train de correspondance, alors qu'il a acheté son billet sur Omio, sur Trainline, il devra se débrouiller lui-même, il devra acheter un ticket au tarif du jour, ce qui est très cher. Donc, pour nous, ce règlement sur les droits des passagers révisé était une bonne nouvelle, mais il aurait pu aller plus loin. Je vois que vous voulez réagir. Non, je voulais le micro, vous voulez réagir. Je voulais juste compléter sur le fait que, oui, le PRR, alors il faut lui donner aussi le temps de vivre, parce qu'il est lancé depuis juin. Je pense qu'il faut que tous on apprenne à vivre et à travailler avec. Il a des avantages et des inconvénients. Il va quand même un peu plus loin sur la prise en charge des voyageurs, mais il est complété aussi par d'autres accords qui existent déjà, qu'on ne connaît pas forcément, comme la JC, l'Agreement on Journey Continuation, qui permet justement en fait, dans le cas qui était précité, selon la façon dont le client achète deux opérateurs qui sont signataires de cet accord, ça permet d'être pris en charge en cas de rupture de correspondance et de continuer son trajet. Donc s'il a acheté je vais essayer de trouver les bons exemples, parce qu'il faut trouver les bonnes EF qui contribuent, mais un Milan-Paris avec un changement en Italie, en fait, en fonction des deux compagnies, il peut prendre le train suivant des mêmes compagnies. Il n'a pas le droit de changer de compagnie, mais il peut. Rome-Paris, c'est Milan-Paris, il y a des trains directs, donc ça peut être un exemple. Non, mais oui, un exemple avec correspondance. Et donc cet agreement-là, il est aussi en complément du PRR, donc je pense qu'il faut qu'il continue à s'étoffer en nombre d'entreprises ferroviaires. Là aussi, il y a des progrès et des avancées. Je comprends que ça ne va jamais assez vite, mais on avance sur ce point. On parlait d'une législation qui serait contraignante. Je vais m'adresser à Robin. Vous seriez partant, vous signeriez les représentants des associations d'usagers à ce que ce soit plus contraignant pour les... Oui, c'est ce que j'expliquais dans mes propos liminaires, c'est que les initiatives qui ont pu être mises en place, et encore l'exemple des Journey Continuation, pour moi c'est un exemple frappant d'initiatives qui sont les bienvenues, mais qui ne compléteront jamais l'absence de cadre législatif. Qui entre vous, dans cette salle, sait quelles compagnies ferroviaires ont des accords avec d'autres?
J'en sais rien. Personnellement, j'en sais rien. C'est tellement compliqué. C'est tellement compliqué. Et par exemple, un accord qui devrait exister, qui n'existe pas, c'est celui entre SNCF et Thalys. Si vous faites Lyon-Paris, Paris-Bruxelles, cet accord n'existe pas. Entre Thalys et SNCF. Alors là, ça dépend déjà de ce que j'appelle SNCF. Donc je vois un peu. L'accord à JC très prochainement. Oui, donc ils ne l'ont pas encore signé. Il y a Hotmat. Entre TGV et Thalys, oui. Entre TGV et Thalys. On dépend trop sur le Oui, donc si je prends un autre train. Moi j'étais chef escale à la gare de Midi, je peux vous dire que les gens sont toujours pigeons. Et je conseille aux gens, vous voyagez vers la France, Belgique-France, vous achetez votre billet en Belgique. Vous voyagez vers la France, vers la Belgique, vous achetez votre billet en France. Sinon, vous êtes chaque fois vu et vous allez au guichet. Je suis pas sûr que ce soit vraiment notre sujet. Mais bon, en tout cas, juste pour vous dire que c'est un des exemples qui montre ce besoin législatif, et on a un autre sur l'exemple des valeurs, où là je rejoins ce que CER dit. Il n'est pas question de donner plein pouvoir à des plateformes, et sans cadre législatif, c'est un risque, certes, mais de la même façon, le fait de promouvoir ce cadre législatif permettra cette création de valeur supplémentaire aussi pour les opérateurs, avec plus de voyageurs. Donc, l'absence de cadre législatif a vraiment été un vrai souci depuis plusieurs années. On appelle depuis de nombreux mois à ce que la Commission agisse, et c'est un vrai problème de manque de volonté politique. Là, c'est maintenant les brouilles internes à Bruxelles et à la Commission européenne, mais cette initiative a été tuée dans l'œuf politiquement. Il ne s'agit pas d'un problème technique, il ne s'agit pas d'un problème économique, il s'agit politiquement d'avoir enterré cette proposition qui aurait pu et qui aurait dû régler énormément de soucis. Et c'est un des points pour lesquels on porte très fort au niveau du BEUC et des associations de consommateurs européens, si on se limite à la question du rail au niveau technique, c'est-à-dire qu'on met des normes RTMS, qu'on discute longuement sur l'écartement des rails ou autre, c'est certes hyper intéressant parce que c'est ce qui crée en premier lieu l'intermodalité, mais si on manque d'une vision politique, on peut discuter longuement de ces éléments techniques qui ne régleront jamais un problème fondamental qui est qu'on a laissé tomber le rail en tant que mode de transport privilégié pour traverser du continent. Je vois que Céline, vous voulez réagir. Oui, c'est vrai, il existe des accords de coopération qui viennent du secteur, comme justement l'accord pour la suite du voyage, mais également l'accord RENAT, c'est vraiment le Next Available Train, monté dans le prochain train disponible. Le problème, c'est avec ces accords-là, c'est Sylvie l'a justement souligné en introduisant, c'est avec la phrase qu'on ne connaît pas forcément. Ils ne sont pas suffisamment publicisés auprès des voyageurs. Ça, c'est un premier problème, c'est-à-dire qu'un voyageur qui n'est pas passionné du rail, qui n'a pas eu l'information, ne saura jamais qu'il a le droit de prendre le train suivant. Deuxièmement, il ne faut pas y écrire sur les billets. Enfin, on a tous les billets où il rappelait le recours du processus d'achat. On a même entendu des histoires où certaines personnes du staff de l'opérateur ferroviaire ne connaissaient pas cet accord. Donc il y a un gros problème de ce côté-là. Puis les signataires de cet accord se sont engagés à publiciser cet accord. Mais cela n'empêche pas qu'il faut faire plus qu'avoir un simple accord, il faut quelque chose de contraignant. Une deuxième chose, c'est un accord. Donc, n'importe qui peut entrer, mais n'importe qui peut en sortir. Il y a une clause de dénonciation de cet accord de la part d'un des signataires et il peut en sortir. Troisièmement, ce ne sont pas tous les opérateurs en Europe qui en font partie. Donc, si un passager voyage, pour lui, c'est une loterie. Est-ce que ces deux opérateurs ensemble font partie de cet accord? Je ne sais pas. Mais du coup, la liste des accords signés, il faudrait-il pas la rendre publique et connue suffisamment? La position de Royal à ce sujet, il faut rendre la vie facile aux voyageurs. Il faut que les dispositions prévues dans cet accord soient reprises par la législation et deviennent obligatoires. Que ces dispositions-là soient publicisées dans le cadre des droits des voyageurs et que cela concerne, bien sûr, comme c'est obligatoire, que cela concerne tous les opérateurs ferroviaires. Vous aviez envie de réagir, Sylvain? Non, je comprends et je complète. Oui, il y a toujours besoin de plus de pédagogie. Ça fait encore partie des travaux qu'on
qu'on mène avec la JC, au sein de la CER. La CER, elle comporte 70 membres, elle continue à faire ce travail de pédagogie sur le fait d'élargir le nombre d'entreprises ferroviaires concernées par l'accord, et on va en avoir encore 3 nouvelles au mois d'octobre, donc ça continue à se faire. Là où je vous rejoins, c'est qu'on a encore besoin de le faire savoir. Et en même temps, il y a quand même une chose qu'il ne faut pas oublier, ça rejoint un peu les sujets de volonté politique. La complexité du monde ferroviaire, c'est que c'est un temps long, mais c'est en même temps un temps il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment avec les ouvertures à la concurrence. Et on ne peut pas demander aux opérateurs ferroviaires à la fois d'être concurrents et à la fois de se tenir la main. Je comprends que c'est compliqué pour le client, mais tout ne peut pas s'entendre. Le client, il ne peut malheureusement pas monter dans n'importe quel train avec n'importe quel billet. Ça ne marche pas comme ça, et ça peut toujours marcher comme ça. Ça ne marche dans aucun autre secteur comme ça. On part avec l'aérien, effectivement. Si je suis client Transavia, je ne vais pas voyager si on peut se mettre d'accord pour taper sur l'aérien, ça je pense que... C'était pas forcément l'aérien en tant que tel, mais en fait ça n'existe dans aucun autre secteur, et donc on est tous un peu dans cette schizophrénie de on veut développer le train, on veut que ça soit plus simple pour le voyageur, et nous les premiers, mais en même temps on ne peut pas non plus être ami et avec tout le monde, et il faut qu'on arrive à trouver toujours ce système de valeurs. Et c'était peut-être un des points qui était compliqué aussi dans la MDMS, c'est que ça allait aussi dans ce sens-là, mais pas toujours avec le cadrage économique qui était là. Justement, on parlait de l'aérien au cours des discussions, de préparation de cette table ronde. Je vois Stéphane qui sourit parce que c'est lui qui avait eu l'idée. On avait établi un constat, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas, que quelques personnes, dont Stéphane, corrige si je me trompe, il y avait dit les conditions de remboursement et d'échange des billets sont devenues encore plus difficiles que l'aérien. Partagez-vous ce constat, quels que soient les représentants, sanitaires avec vous. Sur l'aérien, comment dire, c'est difficile comme sujet parce que c'est en plus extrêmement d'actualité, puisqu'il y a une révision des droits des passagers aériens qui est en cours de route, notamment sur les modalités de prépaiement et de remboursement qui doivent être remises à plat suite à la crise du Covid. Mais nous, ce qu'on voit, c'est que ce manque d'alignement du droit des passagers est en fait le principal point. Le fait que vous ne soyez pas certain en fonction du mode de transport que vous prenez, du mode de remboursement ou du mode de plainte, c'est peut-être le point principal. Et ce qu'on demande, nous, depuis longtemps, c'est donc une harmonisation des droits des passagers qui sont obligatoires, qui doivent être respectés de manière obligatoire, donc des droits des passagers minimum. Pour 2 raisons. La première, c'est que, et ça c'est un point de vue très personnel qui est partagé au sein du bureau, mais qui est un point de vue très personnel, c'est qu'au cours des négociations interinstitutionnelles, je pense qu'il faut être ferme sur le fait que les droits des passagers ne sont pas des points ouverts à négociation ou à compromis. Beaucoup de choses le sont, mais le droit des passagers, de notre point de vue, n'est pas quelque chose sur lequel on peut faire des compromis. C'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est parce qu'on vient d'en parler sur l'information, et c'est un défenseur des associations de consommateurs qui nous dit, l'information n'est pas le prérequis essentiel. Vous ne devez pas avoir à penser, à vous informer sur vos droits. C'est quelque chose dont vous devez être certain. C'est quelque chose qui doit couler de source. Et c'est un peu la même logique. On entend beaucoup parler, il faut donner plus d'informations. On est noyé d'informations. L'information, elle est partout, tout le temps. C'est pas en donnant plus d'informations aux consommateurs qu'on va régler leurs problèmes. La façon dont on va régler leurs problèmes, c'est est-ce que systémiquement, ces passagers, ces consommateurs sont respectés. C'est le même cas de figure quand vous naviguez sur Internet. Est-ce que vous cliquez en lisant les conditions générales? Non. Et c'est pas un sujet, parce que vous devez être certain que quand vous ouvrez un site, de quelque nature qu'il soit, vous soyez protégé. Et c'est un peu la même logique qui va s'appliquer partout. Il y a des droits minimaux, qui doivent opérateur, vous avez aussi l'aviation, vous expliquez l'aviation, pour répondre en premier. Je vais vraiment pas sur l'aviation, rester dans le secteur ferroviaire. Comme je l'ai dit au début, la version révisée du règlement sur les droits des passagers a introduit une distinction entre les tickets
tickets et les tickets qui ont été combinés par les plateformes indépendantes. Et cette nouvelle distinction ajoute une complexité à un sujet qui est déjà complexe. On constate que de plus en plus de voyageurs, lorsqu'ils essayent de rejoindre une certaine destination, essayent de combiner des billets de moyens en combinant plusieurs sites, ce qui fait qu'ils ne seront pas couverts par les droits des passagers, ou bien ils feront confiance à des plateformes indépendantes comme Ovio, Trendline pour combiner ces billets en une seule transaction. Et beaucoup d'entre eux ne sauront pas non plus qu'ils ne seront pas couverts par les droits des passagers. Donc, ce qui fait que les droits des passagers ne s'appliquent qu'à un nombre limité d'options ferroviaires où il y a plus d'un seul train, plus d'un seul opérateur. Et pour les passagers qui sont conscients du fait qu'ils ne bénéficient pas de la protection pour les tickets combinés, au lieu de... également, ils ne seront pas convaincus par les options ferroviaires proposées par les opérateurs historiques, celles qui sont couvertes par les droits des passagers, parce que de 1, c'est trop cher, ou bien les fréquences ne sont pas satisfaisantes, ça part à une heure qui ne leur convient pas. Ça veut dire qu'il y a une grosse partie des options ferroviaires qui est éliminée d'office. Et qu'est-ce que vont faire ces passagers? Ils vont juste laisser tomber le train et aller prendre l'avion ou la voiture. Maintenant, les opérateurs historiques, la CES, la Le sujet de la flexibilité, il a beaucoup évolué suite au Covid, il ne faut pas se mentir. En fait, c'est vraiment ça qui a bouleversé pas mal les règles, parce qu'on est passé d'un monde tel qu'il était à un monde où il fallait que tout soit ouvert parce qu'on ne savait pas, parce que c'était pas prévu. Voilà. Ça a re-questionné beaucoup de choses et beaucoup de fonctionnements, et on a essayé de revenir à une normalité. Et entre-temps, les règles avaient changé, la façon de vivre avait un peu changé, donc je pense que tout le monde se cherche un peu. Je cherche d'excuse à personne. Globalement, ça a quand même laissé des traces sur ces sujets de flexibilité. Et après, dans la gestion des correspondances, le fait de laisser compliqué qui complexifie entre le full ticket et le reste, ce qui est aussi, d'un point de vue d'un opérateur ou d'un client, il ne faut pas se tromper en se disant que quand il va mixer ses trajets tout seul, parfois il peut, parce que c'est moins cher, parce que ça correspond à des choses, mixer des billets de type très différents, non échangeables, non remboursables, avec justement des choses très souples, et qu'il ne faut pas lui faire croire que parce qu'il les a achetés, il va bénéficier d'une couverture extrême, quel que soit l'aléa. Donc il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le cadre du PRR, mais il y aura toujours des exceptions, et c'est en ça qu'on essaye de protéger ou d'accompagner les clients, en tout cas en ayant des billets combinés qui permettent cette flexibilité, cette souplesse. C'est pas parfait, mais c'est petit à petit. Robin, vous avez demandé? Juste rapidement pour revenir sur l'aérien, parce que c'est aussi un des sujets. Lorsqu'on discutait de cette initiative MDMS pour l'intégration billettique et tarifaire, la première mouture du plan était vraiment adressée aux opérateurs ferroviaires. Elle a été élargie pour intégrer d'autres modes de transport, donc avion, bus et autres. Et le résultat de cette intégration de beaucoup de modes, c'est qu'elle a donné un poids énorme au secteur aérien, qui est encore très puissant dans les couloirs de la Commission, et qui a permis, dans un premier temps, de mettre des effets de seuil. Alors c'est un peu technique, mais en gros, la plupart des opérateurs aériens se voyaient exemptés de toute obligation, et tout retombait sur les compagnies ferroviaires, ce qui évidemment n'est pas idéal lorsqu'on veut mettre tous les modes de transport en compétition. Alors, on pourrait se dire, oui, tant mieux si on facilite l'intégration uniquement des opérateurs ferroviaires, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, puisque la part multimodale, la part des trajets multimodaux en Europe, c'est 80% qui contiennent au moins un trajet en avion. Donc, oublier complètement le secteur aérien aurait vraiment été une mauvaise chose. Et c'est en fait leur première initiative de lobbying, avec ces effets de seuil qu'ils ont intégrés à la proposition, qui a fait que toute la proposition est tombée à l'eau, en fait. Donc, ce sont les premiers responsables de l'échec, il ne faut pas l'oublier. Ensuite, il y a eu tout le reste des batailles et des réunions qu'on a pu avoir, mais ça montre aussi à quel point se débarrasser de ce modèle, c'est pas le bon mot,
s'éloigner de ce modèle du tout à l'avion est compliqué. Est compliqué d'un point de vue économique, mais encore plus d'un point de vue lobbying et politique. Alors, je veux revenir aussi sur un point. Vous avez évoqué, si bien faire, une norme technique OSRD qui sera en train de se déployer, si j'ai bien retenu le nom. OSDM, pardon. OSDM, Open State Distribution Model. Ok, ben, justement, est-ce qu'il ne faudrait pas y imposer à tous les opérateurs, notamment aussi en utilisant avec certains systèmes de bioéthique, on a cité des noms, on peut en citer aussi, je pense au fameux système S3 Passenger. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas des systèmes comme ça qui s'imposent progressivement à tous les opérateurs? Ça pourrait simplifier, vous savez, les systèmes qui pourraient se parler entre eux. OSDM, ça se veut donc un nouveau standard d'échange qui facilitera la connexion entre, alors sans rentrer dans toute la technique, mais entre les différents inventaires de tous les opérateurs, puisque pour se vendre les uns les autres, ou pour qu'une agence, un nouvel entrant, n'importe qui puisse se vendre, il faut qu'il soit connecté à notre inventaire en tant qu'opérateur, et donc se connecter à chacun nécessite des connexions différentes. Là, c'est un système assez classique sous forme d'API qui sera plus simple, qui permettra de gagner du temps et de faciliter les connexions et donc que chacun puisse vendre les autres. Ça fait partie de la ticketing roadmap qu'on s'est fixé avec les ambitions à 2025 pour une grosse majorité des opérateurs historiques. C'est un gros travail, un gros investissement pour chacun pour passer à cette partie-là. Donc c'est ce qui explique aussi le temps long pour y arriver. Mais on a des encore d'époque, des tests sur des périmètres plus courts pour qu'on vérifie que ça marche et pour pouvoir développer des choses et que ça facilite les choses. Donc ça, c'est en cours, c'est lancé, je veux dire, ça prend son temps, mais c'est lancé. Oui, S3 pourrait être une solution. Après, ça reviendrait à créer instaurer un partenaire ou une instance qui, elle, aurait la main sur l'ensemble des connexions et des inventaires. La question, c'est qui est derrière S3. En l'occurrence, c'est Siemens, je vais contre Siemens, mais il y a quelqu'un derrière, c'est pas une instance ni gouvernementale, ni politique qui serait neutre, pour le coup. Donc ça recrée d'autres sujets en fait. On sait, on comprend qu'il y a un espèce, alors j'allais dire fantasme, c'est peut-être un peu fort, mais du IATA aérien qui a été, voilà, et qui est complexe. Je pense que depuis on a aussi évolué collectivement sur le fait d'instaurer un organisme qui gère pour tous, qui a donc les pleins pouvoirs et qui impose des choses. Ça simplifie plein de choses, mais quelle est la gouvernance en fait? Les questions, c'est plutôt des questions de gouvernance et de modèle de ce type de plateforme, qui pourrait simplifier beaucoup de choses, mais qui créerait d'autres contraintes politiques et économiques. Moi, c'est immédiat. Vous prenez beaucoup de notes. Cela signifie que vous voulez réagir. Alors, pour le STM, en effet, c'est un sujet d'actualité dans le transport ferroviaire par la bioéthique. Et depuis un certain temps déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a déjà un autre standard qui est déjà d'actualité, qui est déjà d'application, qui s'appelle Transmodel. C'est le modèle de Transmodel avec son système d'échange de données NetEx. C'est un système qui a été développé par les institutions européennes, par l'Agence européenne du rail, en coopération avec le comité européen de normalisation. C'est le comité qui avait la main en coopération avec l'Agence du rail. Et ce modèle-là fait déjà le travail qui me demandait, alors que de l'autre côté, OSDM a été développé par le secteur, enfin une partie du secteur ferroviaire, de sa propre initiative. O'Reilly, qui représente les opérateurs privés indépendants, pense que l'adoption de l'OSDM ne va pas résoudre le problème, parce que, comme je l'ai dit, c'est un problème politique et pas un problème technique. Donc, même si on adopte l'OSDM, on va juste pour changer la couleur du problème. Le problème sera toujours là. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'il y a un problème, il faut le résoudre. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Il faut continuer sur l'OSDM. L'idée d'imposer l'OSDM à tous les opérateurs, comme vous l'avez suggéré, les opérateurs qui sont membres de Rail rejettent cela.
Parce qu'à cause du problème politique, ils savent que l'OSDR ne va pas améliorer leur exposition, ne va pas améliorer le nombre de voyageurs qui viennent chez eux, mais en échange, l'adoption de l'OSDR, ça représentera des coûts pour eux. Pour eux, ils ont fait des avantages. Tant qu'on n'a pas résolu le problème politique qui est sous-jacent à cette question. Le problème politique ici, c'est que les opérateurs indépendants manquent d'exposition au niveau des voyageurs. C'est-à-dire un voyageur qui va en France, pour lui le train c'est SNCF, qui va en Allemagne, pour lui le train c'est Deutsche Bahn. Mais beaucoup de voyageurs ne savent pas qu'il y a d'autres opérateurs qui fournissent également des services ferroviaires. Et ces opérateurs ne bénéficient pas du même capital de marque que les opérateurs historiques qui existaient là depuis plusieurs décennies, qui ont hérité de ce capital de marque du temps où ils étaient un monopole étatique. Donc, en l'absence de voyageurs qui connaissent leur marque, ils n'auront plus très peu de voyageurs. Ce qu'ils réclament, c'est donc une billettique qui soit impartiale, qui soit transparente, qui montre toutes les options ferroviaires qui existent, qui soient à disposition des voyageurs, et non pas un système de préférence qui va systématiquement favoriser les opérateurs indépendants. Donc, si je vous comprends bien, je vais prendre un exemple franco-français et là, si vous voudriez qu'on oblige SNCF Connect à distribuer des billets de Trenitalia, de Renfe via Repos France, et possiblement d'autres opérateurs si des nouveaux entrants arrivent sur le marché français. Exactement. Cette position est capitale pour Rail, c'est-à-dire que Deutsche Bahn, par exemple, parce qu'en France, l'exemple français choisi, mais dupliqué dans tous les autres, dans tous les pays européens, bien évidemment. Oui, parce qu'en France, il n'y a pas encore de nouvel entrant indépendant. Trenitalia est une société historique italienne. Mais en Allemagne, nous avons Deutsche Bahn et Flixtrain. Ce qu'on voudrait, donc, avec cet exemple, c'est que Deutsche Bahn vende les tickets de Flixtrain et en échange, Flixtrain vend les tickets de Deutsche Bahn. Ce système peut paraître contre-intuitif, mais il est déjà d'application au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, si on veut aller, par exemple, de Londres à Édimbourg, en Écosse, si on va sur le site de l'opérateur historique qui était là depuis un moment, LNER, on peut également trouver des tickets d'un nouvel entrant, Lumo, indépendant. Et vice-versa, on peut trouver des tickets LNER sur le site de Lumo. Et ce système marche très bien. Ça veut dire que lorsqu'un nouvel entrant arrive sur un marché, il bénéficie du capital de renommée de l'opérateur déjà existant. Et ça ne se fait pas au détriment de cet opérateur-là parce que ça grandit le marché. Ça ne grandit pas que le marché de manière absolue et pas relative. Et c'est en échange donc de conditions qui soient justes, équitables. Et ça a déjà bénéficié de manière spécifique à Deutsche Bahn à travers sa filiale Grand Central. Lorsqu'elle est arrivée au Royaume-Uni, il n'a eu aucun problème de démarrage. Parce que créer un opérateur ferroviaire, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de moyens, et pour se faire connaître, ça prend plusieurs années. Deutsche Bahn avec Grand Central n'a eu aucun problème. Elle a décollé très rapidement grâce au fait qu'elle était vendue sur une plateforme des opérateurs déjà existants. J'ai envie de donner la parole tout d'abord aux représentants des usagers. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire pour généraliser, en tout cas mentionner, l'ensemble des pays européens? Alors, on est aussi partisan de cette idée d'avoir des accords en anglais dans le texte friends, fair, reasonable and non-discriminatory, qui sont essentiels en fait à la bonne poursuite du marché. Sans vous cacher, nos trois avis divergent parfois grandement, parfois un petit peu par rapport à la solution à mettre en place. Mais pour prendre le point de vue plus pessimiste et un peu rejoindre ce que Samuel disait, discuter de cela sans un cadre législatif, malheureusement, ne mènera pas et plus à grand-chose, ce qui est réellement dommage. Nous, on a toujours pris un peu plus de distance par rapport aux discussions, en tout cas sur les standards, puisque c'est pour une question des opérateurs et des revendeurs qui sont plus à même que nous de dire quels sont les standards plus opérationnels. C'est pour ça que nous on se concentrait évidemment sur la partie législative. Mais ça rejoint bien, en fait, encore une fois, ce que je voulais évoquer, c'est le manque de vision politique. Et ça, pour nous, ça va être rédhibitoire au développement du train.
puisqu'on ne veut pas se limiter à des discussions techniques ou alors à des grandes questions de financement de lignes à grande vitesse ou de réseau de train de nuit, qui ne résoudront pas le problème quotidien des gens. Et je vais conclure en cédant la parole à Sylvia Vert. Vous avez été, la CER, la opérateur historique, était assez fortement chargée, j'ai envie de dire, la parole à la défense. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Alors, on va pas s'excuser d'être là parce qu'on était là depuis longtemps, tous autant qu'on est. Oui, il y a une prime à l'historique et au grand-père, c'est comme ça que ça existe. Évidemment, on comprend l'envie de faire grossir le marché et effectivement, c'est comme ça que ça se passe. Après, ce qu'on prône aussi, c'est que chacun soit libre de ses choix de distribution et de lancement sur un marché. Alors, certes, Trenitalia n'est pas un nouvel entrant au sens soleil, mais il est un nouvel entrant en France, Trenitalia également. Chacun a choisi sa stratégie pour attaquer un marché. On le fait aussi dans d'autres pays. Ça s'adapte à chacun et c'est vraiment, pour nous, c'est en ça que ça devient aussi législatif et front, c'est qu'il faut qu'on puisse aussi chacun définir la façon dont on veut le faire. Donc voilà, après, les règles seront les mêmes pour tout le monde. Mais, Cela conclut notre table ronde. Avant les questions. Bien, voilà, avant les questions. Donc, je crois qu'on peut applaudir notre invité. Avant de signer la parole, je voudrais mettre en lumière et remercier chaleureusement Mademoiselle Chloé Montavon, qui est la cheville ouvrière de ce colloque, cette table ronde. Voilà, on peut l'applaudir également. Pour l'établissement, la tenue de ce colloque. Comme promis, les questions, je vois qu'Alexander est dans les starting blocks. Et Stéphane après. Mais Alexander s'était déjà manifesté au cours du débat. La parole est à Alexander. À un certain moment, il y avait madame qui disait que ça ne serait jamais comme c'était avant, en fait, donc on puisse prendre le prochain train comme un raté une correspondance. Mais justement, est-ce que ce n'était pas le but de l'annulation, d'avoir mieux que ce qu'on avait avant? Parce que si on ne va jamais l'avoir, je ne vois pas trop l'intérêt. Alors, entre-temps, le monde a changé. Ce que vous disiez tout à l'heure, le billet ouvert, non nominatif, merci. Entre-temps, là, on ne peut pas vous mentir, ça revient à ce que vous disiez sur Schengen, pas Schengen, le monde a changé, il y a tout un tas de règles qui s'imposent à nous aussi, qui font qu'on ne peut plus être exactement comme avant. On l'a abandonné justement pour avoir meilleur, mais on n'a toujours pas reçu le meilleur. Après, je ne sais pas ce que vous disiez que ça, on n'allait jamais l'avoir. Je ne sais pas ce que vous appelez le meilleur. Ce que je veux dire, c'est que le voyageur, qu'est-ce qu'on recherche quand on fait un voyage international? C'est de n'avoir qu'un contrat de transport. Ce n'est plus possible. D'arriver là où on veut être le plus vite possible, dans le confort qu'on voulait. Mais avec un seul contrat de transport. Tandis que maintenant, dans chaque fois d'achat à une billet, s'il se passe quelque chose. Déjà, vous voyez, vous n'êtes pas tout à fait d'accord. Moi, j'avais plein de voyageurs, je ne sais pas exactement ce que vous voulez. Donc, j'essaye de faire sur le 90% des règles, des envies des voyageurs. Ça rejoint le sujet de dire, avant, on pouvait avoir plein de billets, on allait au guichet, on en demandait pour X trajets, et on y arrivait, etc. Oui, sauf qu'en fait, on s'aperçoit qu'au-delà, jusque-là, au-delà de 2 correspondances, on n'a quand même pas beaucoup de clients qui le demandent. Donc en fait, les moteurs de recherche se sont limités à ces 2 correspondances, ça fait 3 trajets. Peut-être que c'est des choses qui vont se remettre à évoluer, mais pour l'instant, elles répondent à 90% des demandes. Mais on ne demande pas parce que c'est plus possible. Ben non, vous pouvez toujours les demander. Tout est une question de comparaison et de savoir où vous cherchez votre information. Plusieurs autres personnes ont souhaitent poser des questions. Oui. Stéphane qui est Stéphane Copé. Oui. Présentez-vous aussi. Oui, donc président de Destination Train de Nuit et secrétaire général de l'association NoTVR PACA. On est quand même ça m'étonne la réponse effectivement qui est faite à la question qui vient d'être posée. Il faudrait quand même qu'on sache partir au niveau des opérateurs d'un constat. Le constat qu'effectivement l'usager aujourd'hui s'y retrouve moins bien qu'hier dans son acte d'achat et dans sa pratique du train. Effectivement, si on ne part pas déjà du constat qu'il y a des choses à améliorer, je comprends que ce soit compliqué d'avancer.
Alors, moi, je revenais revenir, tous les deux, vous avez dit qu'il y a un blocage politique pour avancer, y compris par rapport au cadre législatif. Comment on peut parler de blocage politique? Est-ce qu'il y a des pays qui auraient un intérêt, entre guillemets, politique? Est-ce que les choses se fassent ou ne se fassent pas? Est-ce que ce n'est pas plutôt clairement des pressions d'un certain nombre d'opérateurs historiques qui font qu'éventuellement ce type d'avancée ne peut pas avoir lieu? Et j'en viens à la question des plateformes. Avoir une plateforme, le nerf de la guerre aujourd'hui, c'est souvent la plateforme, parce que c'est le point d'entrée qui permet à un opérateur de vendre tout, y compris de l'avion, de la voiture, etc., de l'hôtel et autres. Et effectivement, les opérateurs, je ne sais pas s'ils sont tous pareils, mais enfin, en tout cas celui qu'on connaît bien en France, n'a pas intérêt à voir la plupart de ses clients s'échapper vers d'autres plateformes et donc ne pas capter l'usager vers d'autres types de services au-delà même du train. Donc est-ce que ce n'est pas déjà ce point de blocage-là qui est un point majeur qu'il faut être capable de franchir? Et effectivement, seul sans doute, peut-être, je ne sais pas, un cadre législatif peut y arriver, en tout cas, voilà. Et juste, je voulais illustrer ça par la question, on a parlé des droits et des devoirs. On a parlé des droits, on n'a pas parlé des devoirs, pardon. Les droits d'usager. Il y a aussi le devoir de l'opérateur, des opérateurs. Est-ce que la compensation, en particulier de la réservation, puisque maintenant beaucoup d'opérateurs poussent à la réservation, est-ce que la compensation du fait de pousser à la réservation, ça ne doit pas être la facilité qu'on doit donner de pouvoir échanger les billets? Et le devoir de l'opérateur derrière, c'est de dire: je n'ai pas été capable d'offrir le service qui est voulu, est-ce que je ne dois pas être aussi capable, du coup, par symétrie, on parlait d'Angleterre, effectivement, c'est pas important, de dire: j'offre un service alternatif parce que je n'ai pas su offrir le service de base que le client a acheté. Pas mal de questions. Très brièvement, évidemment qu'il y a eu des pressions et des actes de lobbying, c'est interne à toute décision politique, et je serais ravi d'en parler hors micro. Non pas parce que c'est ce qui s'est passé est proprement scandaleux ou différent de d'autres dossiers, mais parce que la plus-value de ce que je pourrais dire ici est assez limitée. Par contre, en termes d'ambition politique, elle était là. Elle a été très fortement portée par le vice-président de la Commission européenne, M. Frans Timmermans, comme vous le savez, comment se présente au niveau national. Son absence, son départ en tout cas, a beaucoup joué. Et l'ambition politique, malgré le fait qu'elle ait été affichée, il y a eu l'année européenne du rail, il y a eu une stratégie rail, mais elle a été limitée à des questions techniques qui ont certes amélioré les choses. Certaines choses sont vraiment améliorées sous ce mandat en termes de conditions techniques ou transfrontalières. Mais dès qu'on a dû passer cette rampe d'un sujet hyper terre à terre pour les gens, on n'a pas passé la rampe. Et donc là, voilà, évidemment, il y a eu des pressions, il y a eu un manque de courage politique. Et c'est grandement dommageable. Et en fait, c'est ce qu'on appelle maintenant. Voilà, on a mis des stratégies pour le rail. Ce qu'on attend de la prochaine Commission européenne, c'est un commissaire au transport fort, parce que ça aussi c'est un geste politique, le fait de nommer quelqu'un qui a un peu de pouvoir et de prestance politique, ce qui n'a pas été le cas des 2 derniers mandats, des 3 derniers mandats. Donc il y a vraiment un besoin que le prochain commissaire au transport s'installe en disant: voilà ma vision pour le rail. Donc, politiquement il la porte. Ça servira à tout le monde, ça servira à tout le monde, mais je pense qu'on sera d'accord de dire que la commissaire qu'on a eue ce mandat-là n'a pas à aider ce qu'elle aurait dû faire. Beaucoup de questions. Est-ce que les représentants des opérateurs veulent réagir? Pas forcément être d'accord. Oui, très brièvement. Oui, il y a un blocage politique au paradis. Blocage politique vis-à-vis des opérateurs, des nouveaux entrants, parce que la nature historique du transport est une conception vestigiale de chaque opérateur est le roi, et le roi chez lui. Et donc, les opérateurs historiques, c'est normal, c'est logique, on comprend qu'ils veulent préserver le statu quo et empêcher toute ouverture d'un marché. Comme elle, je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais comme l'a dit Sylvain tout à l'heure, historiquement, ils sont là. On ne va pas leur demander de s'en aller, pour le coup. Justement, me faire l'avocat du diable, voilà, c'est un fait. C'est un fait. On ne peut pas nier, pour le coup.
On ne veut pas qu'ils s'en aillent. On ne veut pas le nier, hein, mais ce qu'il faudrait peut-être faire, c'est peut-être faciliter la vie de nouveaux enfants. Voilà. Donc qui reste. Donc qu'il y ait une bonne concurrence, qui soit saine et qui profite à la fin au passage. C'est l'objectif final de considération politique. Alors, il y a une question dans le fond, monsieur. Alors, soyez bref, s'il vous plaît, présentez-vous. Vous avez commencé avec l'exemple de l'Italie. Et en fait, c'est considéré pour les voyages, pour les jeunes, pour les vacances, mais ça fonctionne bien hors de saison. Ça fonctionne super bien pour business, pour ça c'est un peu plus. Est-ce que c'est un modèle qui est. Je ne sais pas si le modèle financier est vraiment bien élaboré, si c'est vraiment. Parce que c'est un peu la solution dans ce sens. On paie un tarif de base, mais on fait des petits suppléments, et ça donne beaucoup de flexibilité. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra explorer comme solution pour vraiment faire des liens intégrés au niveau international? Probablement, je pense qu'on a dû le regarder sous l'angle effectivement des usages et que déjà c'est très connu pour les jeunes effectivement, alors que ça n'est pas que pour les jeunes et on pousse aussi à le faire connaître pour d'autres cibles. Est-ce que ça serait valable pour un usage plus business? Ça me paraît complexe et après je vous rejoins sur le fait que c'est pas fait pour ça et que sauf si c'est un tour particulier d'Europe avec plusieurs pays, mais quand on n'en fait que 1 ou 2 ou 3 au maximum, je pense qu'il y a plus simple que d'utiliser un pass pour faire ça. Voilà, il y avait des questions aussi à droite. Soyez bref, là aussi, présentez-vous. Oui, Joël Higuero, donc moi je représente la coordination Sauvons les trains Nantes-La Rochelle-Bordeaux, notamment, et plus généralement l'Arc Atlantique sur les trains de nuit. Moi j'avais juste une information déjà au départ. Il y a eu une étude faite par Patricia Perren sur la billettique, une étude qui a été commandée par la FNOT et qui est intéressante sur justement ces problématiques de billettique. Alors c'est franco-français, mais voilà, ça a le mérite quand même d'exister, d'être consultable. Avant-hier, il y avait d'ailleurs un article dans Le Monde en fait sur cette problématique. La deuxième chose, on parle de libéralisation tout à l'heure, ce qu'on nous a vendu un peu avec la libéralisation, c'est le fait que l'usager allait s'y retrouver d'un point de vue monétaire, financier. Voilà, pour répondre un peu à la question tout à l'heure. Et je pense qu'aujourd'hui, ça reste encore démontré là-dessus. La troisième remarque, le forum en fait s'appelle le train des frontières. Je dirais que les frontières, elles peuvent être aussi à l'intérieur d'un pays. Notamment, moi je pense aux différentes branches de la SNCF, TER, Ouigo, etc., où on n'a même pas l'assurance de faire un voyage complet avec des correspondances. Et voilà. Donc, je veux dire, c'est bien de s'intéresser à l'Europe, mais déjà il faudrait qu'on règle au niveau national nos problématiques avec le même opérateur historique. De correspondance, de responsabilité, de prise de billets sur un site unique, etc., etc. De cartes qui se multiplient pour l'Occitanie, pour la Nouvelle-Aquitaine, etc. Donc voilà. C'est d'ailleurs un des souhaits du Pass-Rail annoncé récemment de regrouper ce genre d'offres tarifaires. Voilà, je voulais faire ces observations qui sont aussi des questions plus particulièrement pour la SNCF, mais voilà. Monsieur, juste derrière vous, et on comprend un peu. C'est exactement le même thème. C'est la segmentation. C'est la libéralisation ne parlant que du prix. Et pour gagner 10 ou 20 euros, on a perdu tout le service. On a perdu les fréquences, on a perdu l'amplitude horaire, on a perdu les droits des usagers. Et donc, voilà. Le SNCF Connect, en passant sur la question de l'application, est très simple. SNCF Connect ne met pas les correspondances entre TER et Occitanie. Parce qu'elle préfère mettre la correspondance TER, TGV ou TER Intercité, parce que comme ça, ils vont faire du fric. De l'argent. Et du chiffre. Ils sont entre gens. 2 minutes plus tard, les TER partent, ils ne sont même pas indiqués. Donc ils partent 2 minutes après.
Voilà. Ça, c'est du concret, c'est tous les jours. Et dès qu'on parle service, ben non, il n'y a rien. Soit on parle d'infrastructure pendant 20 ans. Voilà. Ah, on vous promet des trucs, dans 20 ans, ça va coûter des milliards, ne vous inquiétez pas. Mais tout ce qui est droit d'usager, que ce soit en interne des régions, en externe des régions, bien sûr, entre la segmentation des régions. Je pense qu'ici en Belgique, avec Bruxelles, la Wallonie et les Flandres, il y a les mêmes choses. Voilà. Il y a pour l'instant ce droit de l'usager. Et donc la question quand même qui était à la base, c'est la fin de l'appli SNCF. La fin de l'appli SNCF, ça veut dire qu'en fait, on n'a plus un opérateur public qui gère l'appli nationale et utilisé à 95% aussi pour l'international. C'est que c'est un opérateur privé, SNCF Voyageurs, qui gère l'appli pour tout le monde. Alors que pour moi, ça devrait être SNCF Réseau, le gestionnaire d'infrastructure ou l'État. Et voilà, quelque chose de public ou l'ART, par exemple. Et quelque chose de public qui soit l'application référence et qui pourrait aussi donner notamment les droits des usagers. Pour le coup, je corrige, SNCF Voyageurs est une société d'entreprise publique. Je parle sans trop de... Oui, mais en concurrence avec Wigo, en concurrence avec les 2 autres 1000 filiales de la SNCF. Oui, c'est un peu mélangé, il y a un peu tout mélangé, mais j'ai à peu près compris votre propos. Oui, j'entends, ça rejoint un peu la volonté de la plateforme dont on a parlé, et là pour le coup c'est franco-français, donc je garderai de continuer à m'exprimer sur le sujet, parce que je ne suis pas là pour ça. Je suis évidemment d'accord avec les constats que vous émettez tous les deux. On est sur le point de vue de la libéralisation, je pense que malheureusement on doit dépasser le sujet et essayer de régler les problèmes qui existent, parce qu'on ne pourrait pas fondamentalement revenir sur ce qui s'est passé, ce serait illusoire. Par contre, sur l'aspect contrôle public, en tout cas au niveau européen, il y a l'Agence européenne pour le rail qui pour la connaître personnellement, est composée d'énormément de gens extrêmement compétents au niveau technique et dont le chef a une volonté politique qui est réellement ambitieuse et positive. C'est par ces moyens-là aussi, en donnant des moyens à ces agences-là, qui sont des agences publiques européennes, de pouvoir coordonner à la fois sur les questions d'amplitude horaire, de connexion transfrontière. Ça ne réglera pas le problème franco-français, mais en tout cas au niveau interpays, ça pourrait aider. C'est aussi une de nos grosses demandes. Je pense qu'il y a vraiment un besoin d'avoir cette autorité, pas le IATA, parce que je ne les aime pas, mais Eurocontrôle du rail, ce serait une idée potentiellement intéressante pour un prochain commissaire européen. Et sur l'appli aussi. Sur une appli centralisatrice. C'est différent, parce que là on touche encore à des questions de concurrence. Je ne suis pas certain qu'une appli centralisatrice, en tout cas pour les connexions transfrontières sur la bonne solution, il y a vraiment un jeu de concurrence qui doit se faire. Si SNCF Connect était parfait, on n'aurait pas de problème, mais on ne serait pas forcément d'accord que ce soit la seule. C'est pas qu'une question de qualité technique, c'est une question qu'un opérateur ne peut pas avoir l'appli qui sert à tous les opérateurs. On est abordé au cours du débat. Ouais. Voilà, c'est une question soulevée par Saïd, les plateformes tierces, c'est un peu ça en fait dans les faits. Oui, déjà préciser un point, et ça prendra beaucoup plus de temps, mais pour déconstruire les préjugés sur la libéralisation du secteur ferroviaire, il ne faut pas oublier que le secteur ferroviaire a commencé à décliner dans les années 90. Or, la libéralisation ferroviaire au niveau européen a commencé dans les années 2000. Oui, la libéralisation ferroviaire, la libéralisation est responsable du déclin du secteur ferroviaire. Mais quelle libéralisation? La libéralisation du secteur aérien. Elle est à l'origine du déclin du secteur ferroviaire, parce que ça a rendu le secteur aérien beaucoup plus compétitif. Ça a permis l'émergence de nouveaux opérateurs aériens comme Ryanair, EasyJet et les low cost. Voilà, les low cost, avec des offres qui coûtent beaucoup moins cher. Mais le secteur n'a pas connu la même dynamique. Et ce que la Commission européenne et également plusieurs autres décideurs politiques veulent faire, c'est de reproduire ce modèle pour le secteur ferroviaire pour qu'il puisse rattraper ce retard sur la base des mêmes recettes qui ont été tellement avantageuses pour le secteur aérien. Et monsieur, je rejoins votre avis pour SNCF Réseau. Nous sommes tout à fait d'accord à All Rail que la gestion du réseau doit être publique, neutre. Et c'est sur ce réseau public neutre, avec des conditions qui sont égales à tous les opérateurs, que peut se jouer une concurrence saine qui profite à tous les opérateurs, mais surtout aux passagers. Pas pour la discussion.
cette centralisation par SNCF Réseau, elle n'aurait dans son périmètre que la gestion du réseau. On ne parle pas de distribution, on est d'accord. Puisque la question de monsieur, c'était vraiment ça. C'est-à-dire dire que serait gérée par la SNCF Réseau, non pas par la SNCF. Non, même la distribution. Je parle de la politique. Étant donné qu'il a aussi des connexions, alors lui ou la RT, mais quelque chose de public. Oui. Beaucoup de questions. Alors, Vincent, vous avez une question. Il y en a beaucoup aussi, mais je ne vous oublie pas. Non, je vais être très bref. J'ai une question simple. Quelles sont les règles en matière de facturation du TVA intra-Union européenne? Par exemple, un trajet entre la France et l'Allemagne, par exemple, avec nous, c'est une collaboration. Deutsche Bahn, Aléo, je crois. Est-ce que c'est la TVA de 7% allemande ou la TVA française qui s'applique? Est-ce que c'est proportionnel au kilométrage? Est-ce que c'est prévu par une loi, par la directive TVA? C'est pas la directive TVA, elle laisse beaucoup trop de liberté aux États membres de jouer là-dessus. Honnêtement, je ne saurais pas vous répondre sur si la situation est la même sur tous les trajets. Alors ça, pour le coup, elle n'est pas la même, puisque on a des cas différents sur l'Allemagne, je ne suis pas sûre de moi, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Sur l'Espagne, par exemple, il y a des choses différentes de la France. Je pense que c'est pas. Oui, c'est pas harmonisé, mais ça faisait partie du projet de refonte globale de la TVA qui devait avoir lieu en juillet 2024, qui lui aussi a été proposé. Monsieur, au troisième rang. Bonjour, Francis Jeunesse, suivant de la Conférence Belgique et également organisateur différents. Est-ce que pour les entreprises historiques, est-ce que la CIV existe toujours ou pas? On a des difficultés avec ça. Il y a des gens qui disent qu'elle existe encore, d'autres qui disent qu'elle est abrogée. Donc j'aimerais bien savoir si elle existe ou pas. La CIV en tant qu'organisation elle-même ou non, la Convention internationale voyageurs pour le droit des voyageurs, la continuation du voyage, par exemple, qui avant était prévue dans la CIT. Pour moi, c'est le CIT, qui est l'organe juridique. Je ne sais pas si tout le monde connaît. Je n'ai pas l'acronyme, il y en a tellement que oui, on va faire en métier. Qui gère tout l'aspect juridique par exemple, le PRR est passé par le CIT avant d'être implémenté. Et pour moi, ça réglemente une partie des choses de la CIT. Mais je ne saurais pas vous répondre exactement. Et encore une chose qu'on a un peu oublié, c'est que le core business des entreprises ferroviaires historiques n'est souvent pas l'international. Et c'est également la raison des difficultés auxquelles on arrive aujourd'hui. Je ne peux que confirmer. D'autres questions, oui, Charles-Henri. La remarque des trajets à deux correspondances répondent aux besoins. Nous, un cas concret, on avait on a encore une ligne nationale, Fordel, qui va très vraisemblablement être coupée en 2026 avec le changement à la frontière. Et c'est des types d'itinéraires où les gens prennent la fin de la Suisse, de la France, dans les Alpes, ou ailleurs en France. Et il y a énormément d'itinéraires ou en région, s'orientent vers des déplacements, des missions plus souples, des missions d'hiver, et notamment celles de transport. Et si on n'a pas cette capacité d'avoir ce itinéraire, le choix de faire un multi-correspondance, on perd dans mon itinéraire et on perd peut-être pour chacun. Donc ça, moi, ça me paraît assez important. Et on est engagé pour forcément les ferroviaires sur les applis CFR, les deux itinéraires en France, on ne trouve pas sur la SNCF. Et ça, c'est un vrai frein à mon avis, développement, et je pense que Qui veut répondre Je pense que c'est plus une remarque qu'une question, on dirait un constat. Oui, j'entends, et on trouvera plein de cas de ce type-là, et il y a des choses sûrement qu'on peut faire de notre côté, mais en même temps, ça fait partie des choix de chaque opérateur, distributeur, plateforme, d'avoir sa plus-value sur ces types d'itinéraires. Donc, c'est aussi l'intérêt d'avoir des distributeurs différents, c'est qu'ils approchent des choses de façon différente et ils répondent à des besoins
un peu spécifiques à chaque fois. Voilà. Donc, je pense qu'on n'aura jamais un outil magique qui fera tout pour tout le monde. Et que c'est aussi dans ça que les différentes plateformes dont on a parlé, elles servent à répondre à tous les besoins. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, il y a encore un joueur qui va encore une question. Monsieur. Voilà. Donc, dernière, Oui, sur la dernière question. Donc, on va présenter tous les jardins pour des environs, qui ont la Luxembourg. Donc, monsieur Benja. Donc, on a parlé tout à l'heure des responsabilités par opérateur en fonction des trajets transfrontaliers. Donc, nous avons un cabinet précis, par exemple, en Croix de Luxembourg, pour la relation Luxembourg, par exemple. Nous avons des usagers qui ont introduit des réclamations SNCB pour des retards qui étaient consécutifs sur le réseau. La réponse qu'ils ont reçue du fait que le voyage est scindé pas par le demande du voyageur, parce que c'est un seul type de transport. Il faut savoir que le voyageur prend un abonnement côté belge et il fait la relation Luxembourg tous les jours. Donc la SNCB lui a répondu votre voyage est scindé parce que le matériel ne répond pas aux normes techniques pour pouvoir continuer sur le compte du Luxembourg. Parlez un petit peu plus. Ah, d'accord. Vous déplacez un peu à votre gauche parce que vous êtes à contre-jour sur la fenêtre. Pardon? Vous déplacez un peu. Ah, ok. Voilà. Donc, la SNCB a répondu à cette personne, donc, comme elle roulait sur deux réseaux différents, que l'indemnité pour les retards n'était pas applicable parce que ça devait voir avec les opérateurs, ce qui est complètement idiot parce que son type de transport est acheté côté belge. La personne aussi sur deux réseaux s'en rend complètement. D'ailleurs, il faut savoir que si on prend l'abonnement côté luxembourgeois, côté belge, peu importe le côté de l'emploi, il est du même tarif, malgré que la tarification est différente. La seule différence qu'il y a, c'est que côté belge, vous êtes obligé d'avoir une carte qui va à 5 ans, qui n'est pas le cas au Luxembourg, donc vous n'avez pas ce coup-là. En plus, quand votre abonnement est dans le Luxembourg. Petit détail. Vous parliez de système interopérabilité pour les connexions de billets, ou même de consultation horaire. Donc, il faut savoir que sur le réseau national luxembourgeois, il existe une plateforme, une mobilité qui est mise en place par le ministre des Transports et qui permet à lui, tout utilisateur, de se connecter sur ce système et de pouvoir faire un trajet de A à B. Et la plateforme va lui indiquer toutes les possibilités de trajet en incluant toutes les possibilités de transport. C'est une plateforme qui s'appelle Une réaction, c'est ce sera quelque chose plus. Je laisse dire le mot de la fin. Le Luxembourg est un cas particulier en Europe parce qu'il n'y a aucune ouverture du marché là-bas. Donc, et c'est également un petit pays, donc c'est plus facile de gérer les choses là-bas lorsqu'il y a un seul opérateur sur un petit pays. Donc, mais lorsqu'il s'agit d'un grand pays comme l'Allemagne, la France, où les réseaux sont très grands, où il y a plusieurs opérateurs, certes, on a besoin d'une plateforme centralisée pour l'information du voyageur. Mais cette plateforme n'est pas toujours nécessaire lorsque les données peuvent circuler de manière libre, de manière sans obstacle, entre les différents acteurs qui sont dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire les vendeurs de billets, les opérateurs ferroviaires, qui sont aptes à leur tour d'informer leurs usagers, chacun de leur côté. Donc je pense qu'une plateforme unique comme ça peut apporter une plus-value informative, mais en ce qui concerne la facilitation de l'achat de billets entre plusieurs opérateurs, la facilitation des combinaisons de billets qui se fait à travers toute l'Europe et pas seulement dans un seul pays, il faut nécessairement une plateforme qui puisse joindre toutes les offres existantes sur le réseau. Que ce soit des plateformes qui puissent joindre ces offres existantes, c'est-à-dire des plateformes indépendantes. Oui, ces plateformes intermodales ou multimodales, je pense qu'elles ont une vraie plus-value aussi au niveau local. Et vous avez considéré Luxembourg comme un niveau local, mais ça l'est presque. Je pense que c'est des applications qui peuvent se développer au niveau des villes et des régions qui auront un véritable intérêt. Donc ça, oui, c'était aussi une des possibilités offertes par la législation qui n'a plus malheureusement fait.
Je crois que nous sommes parfaitement à l'heure, comme les trains. Un grand merci. Il y a tout un moment, peut-être, vous voulez ajouter Juste peut-être un petit mot, parce que je vous ai beaucoup parlé de vision du rail, et c'est plus une invitation que je vous lance, puisque nous on prépare aussi avec nos membres, donc avec toutes les organisations consommateurs nationales, notre vision du rail pour la prochaine Commission européenne, qui sortira ici dans quelques semaines ou mois, avec également un événement pour présenter cette vision. On a plusieurs rapports qui alimenteront cette vision et plusieurs retours d'expérience de consommateurs dans chaque pays. Donc, je vous invite déjà, si vous avez l'envie de partager, soit de me contacter directement, je le ferai avec plaisir, soit de contacter vos associations nationales. Et puis, je me permettrai de vous tenir au courant de cet événement, puisque je pense que ça a une plus-value, d'autant plus qu'on travaille avec quelqu'un que vous devez connaître, c'est John Wall, qui ne le connaît pas, bien sûr, et qui pourra aussi apporter quelques lumières. Donc c'est plus une invitation pour que vous puissiez alimenter cette réflexion qu'on fait, qui couvrira pas seulement la billettique, mais l'investissement, le droit des passagers, la fréquence horaire, la cadence, etc. Plutôt une invitation au prochain événement. Le mot de la fin, peut-être. Un tout petit mot pour dire que oui, on sait que les enjeux sont encore beaucoup devant nous, qu'il y a beaucoup à faire pour améliorer tous ces sujets billettiques, mais que le secteur est vraiment, la CER et tout le secteur des entreprises ferroviaires est vraiment mobilisé, qu'on va voir de plus en plus d'avancées là dans les prochains mois sur les différents thèmes qu'on a abordés. Donc voilà, on continue. Ce sera l'occasion d'un nouveau colloque ici même à Bruxelles. Merci à tous. Merci.